Merci Toutouf. Merci à tous d'être venus d'aussi bonne heure à l'aube. J'espère surtout qu'on ait l'occasion ensemble de transformer ça en une discussion ouverte, plutôt qu'une présentation, parce que j'ai pas grand-chose à vous présenter que vous ne connaissiez pas déjà. En gros, bienvenue dans l'Internet pur et civilisé. Voilà. On est en plein dedans. Vous avez suivi. Voilà, alors, si on pouvait juste. Voilà, il y a un mode plein écran sur ce machin. Mon somno avec la liberté. Quand même. Internet, je connais parfaitement. Internet est capable du pire comme du meilleur. Internet, je connais parfaitement. Internet est capable du pire comme du meilleur. Le meilleur et le pire. Mais Internet, ça doit pas être le Far West high-tech. Une zone de non-droit. Internet, c'est la pédophilie à tout va. C'est la violence à tout va. C'est la violence, c'est ce qu'il y a de pire sur Internet. Internet. Les proxénètes ont trouvé refuge sur Internet. Internet. Les psychopathes, violeurs, racistes et voleurs, ils ont fait leur boulot. Il faut donc expérimenter sans délai les dispositifs de filtrage. Alors je sais ce qu'on va me dire. Internet, c'est le retour de plus grandeur. C'est le retour de plus grandeur. Les dispositifs de filtrage. Si ça ne suffit pas, je suis prêt à aller plus loin. Rien ne justifie qu'on cherche à préserver la liberté de l'homme. C'est le retour de plus grandeur. Le pouvoir aussi. Être libre, ce n'est pas vivre sans contrainte et sans règles. Rien ne justifie qu'on cherche à préserver la liberté de l'Internet. Les dispositifs de filtrage. C'est le retour de plus grandeur. Je suis prêt à aller plus loin. Rien ne justifie qu'on cherche à préserver la liberté de l'Internet. On doit absolument continuer le combat. Il faut donc expérimenter sans délai les dispositifs de filtrage. C'est vraiment la mise en place d'un système de surveillance généralisée du citoyen. Voilà, voilà. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, c'est le Sarco Antinet Megamix. On peut le dire maintenant, il y a prescription, on l'a fait avec un collègue, on a passé en gros un petit week-end à faire ça. À la fois, ça dit tout ce qu'il y a à dire sur la politique du gouvernement en matière d'Internet, mais là encore, je pense qu'il y en a peu parmi vous qui ne soient pas au courant des différents épisodes Adopi, Lopsi, Internet civilisé, EG8, tout ça. S'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant ici, qui lève la main, on va peut-être faire un retour là-dessus. Ah, alors on va peut-être reprendre les choses du départ. La question centrale qui se pose aujourd'hui, on est, je pense, à un tournant dans l'histoire d'Internet et peut-être même dans l'histoire de nos sociétés en réseau, de nos sociétés modernes. La question, c'est à qui appartient Internet? À qui appartient Internet, ça va dire qui contrôle Internet. Et la question sous-jacente, c'est évidemment qu'est-ce qu'Internet? Donc c'est un petit peu de ces trois questions dont il va falloir discuter très sérieusement. Ces trois questions qu'il va falloir mettre sur la place publique, au cœur du débat public, au cœur des enjeux démocratiques, voire électoraux, s'il y en a encore que ça amuse, mais en tout cas au cœur des discussions qui vont nous permettre de faire avancer les choses, soit dans une direction qui sera celle de l'Internet civilisé que vous venez de voir, soit dans celle que l'on aspire tous de nos voeux, où Internet va continuer de nous faire bénéficier faire bénéficier nos économies, nos sociétés, nos démocraties, de tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Cette question, on commence par qu'est-ce qu'Internet? Donc vous avez peut-être tous vu la conférence de Bayard hier. J'imagine qu'il aura globalement couvert le sujet. Internet, c'est la neutralité du net. Internet, c'est la capacité à chacun d'accéder à tous les contenus, services et applications de son choix, et également la capacité d'en publier. Donc, quand je dis c'est la capacité à chacun,
Ça veut dire chacun, au sens de l'humanité tout entière, enfin tous ceux qui ont accès à Internet, que vous soyez à Paris, à Nantes, j'allais dire à Pékin, mais non, ils ne sont pas connectés à Internet, à Toronto, au Burkina Faso ou je ne sais où, lorsque vous êtes connecté à Internet, vous avez accès à tous les mêmes contenus, services, applications et la capacité d'en envoyer. C'est donc cette universalité du réseau Internet qui est sa caractéristique centrale. Et je vous demande de garder vraiment cette notion en tête. Internet est ce qu'il est parce qu'il est universel au sens de toute l'humanité a les mêmes capacités sur le réseau Internet. Et ces capacités, pas besoin de les détailler, quand on dit accéder à tous les contenus, services et applications, c'est très clair. C'est je clique, tu ploumf, comme on disait à Adopi. Non, je plouf, tu primes, enfin je sais plus. Bref, c'est accéder à tout ce qui existe, mais la notion de pouvoir aussi publier des contenus, des services ou des applications, c'est ce qui fait réellement l'apport d'Internet par rapport aux technologies précédentes. Publier des contenus, des services ou des applications, ça veut dire aussi bien ouvrir sa gueule, créer un blog et s'exprimer, participer à un débat public. C'est ce qu'on a pu voir, un des exemples les plus anciens qui me viennent en tête, c'est le débat public qu'il y a eu sur le traité de constitution européenne, où les médias étaient massivement à dire faut voter oui, 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 et sur Internet, les gens se posaient juste la question en disant alors on va regarder ce qu'il y a dedans, on va en discuter, etc. C'est plus récemment le débat sur la loi Adopi, où au début il y avait une version, voilà, poum, la version d'État, Adopi, c'est pour sauver les artistes qui meurent. Au début, tous les services culture des journaux appelaient en disant bon, bah, vous êtes contre Adopi, donc vous voulez que les artistes meurent. Et petit à petit, c'est le moindre espace de débat public sur Internet, les moindres commentaires de blog, les moindres listes de discussion, les réponses à des billets qui disaient ah non, moi je ne vais pas parler d'Adopi, se trouvaient transformées en forums qui parlaient d'Adopi. Et c'est donc cette capacité à chacun à envoyer de l'information, à participer à un débat public, qui est quelque chose qui n'existait pas avant, à l'époque où il fallait passer par un groupe de presse ou passer par un parti politique pour avoir voix au chapitre et pour avoir moyen de s'exprimer dans le débat public. Donc c'est une des conséquences de cette universalité, de cette capacité de publication. Une autre, c'est la liberté d'innovation. C'est le fait que chacun peut inventer un nouveau service, l'expérimenter, le déployer et se retrouver littéralement à pied d'égalité avec un Google ou avec un Facebook ou avec n'importe qui, et littéralement la potentialité de le détrôner. Et donc, c'est cette définition d'un Internet universel que l'on doit à tout prix garder en tête. Quand on dit ça, on n'a rien dit, on a tout dit. À partir du moment où on a cet espace qui est universel, qui donne la même capacité à tous, que l'utiliser n'empêche pas son voisin de l'utiliser aussi, on est dans la définition de ce qu'en économie on appelle un bien commun. Un bien commun, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde à la fois. C'est un exemple que les économistes aiment apprendre, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil, elle appartient à tout le monde. Si moi je regarde, il ne faut pas le regarder en face, mais si je bénéficie de la lumière du soleil, mon voisin en bénéficie tout autant. C'est un bien commun. Et un bien commun, c'est quelque chose dont on a la gestion collective, dont on a la responsabilité collective. Donc en gros, Internet, c'est quelque chose que l'on possède tous ensemble, et donc c'est quelque chose que l'on doit défendre tous ensemble lorsqu'il est attaqué. Vous voyez où je veux en venir. Quelque chose que l'on possède tous ensemble, ça veut dire qu'on a donc une responsabilité collective sur Internet. On a donc cette responsabilité collective qu'Internet demeure cet espace universel donnant une potentialité de participation démocratique, entre autres potentialités de business, d'accès à la culture, etc. Et donc, partant de là, se pose la question inévitable du rôle des États. Vous vous souvenez de la vidéo, Internet, je connais parfaitement. Il faut expérimenter sans délai les dispositifs de filtrage, etc. etc. Ce qui est intéressant lorsqu'on se penche un petit peu sur l'histoire du développement d'Internet, c'est de s'apercevoir qu'Internet s'est développé en gros sans les États. Il y a dans chaque pays évidemment des opérateurs historiques qui ont bâti leur réseau la plupart du temps sur fonds publics,
sur lesquels se sont greffés les fournisseurs d'accès à Internet qui se sont ensuite fait plus ou moins tous racheter. Donc on est dans une situation un petit peu étrange où c'est maintenant les opérateurs télécoms qui sont les seuls fournisseurs d'accès à Internet, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et donc peut-être que les infrastructures ont localement été financées par les États. Le fait est que cet espace universel a été bâti au-dessus de tout ça. Il a été bâti par les acteurs techniques d'un côté et les utilisateurs de l'autre. Alors, cette question, c'est celle de la gouvernance d'Internet. J'aime pas trop ce terme, mais il est à la mode, donc on est à la cantine, on va utiliser des buzzwords. Et encore, j'ai pas trollé parce qu'on n'est pas vendredi. Donc, cette question de la gouvernance de l'Internet est absolument centrale. Et si on regarde allez, on va prendre de l'invention du web jusqu'à il y a 5 ans environ, et je dis ça à la grosse louche, d'un côté, on a les acteurs techniques qui s'entendaient par consensus. Il y a le procédé des RFC, les Requests for Comments, qui sont des documents techniques qui sont, comme leur nom l'indique, ouverts à commentaires, qui définissent les nouveaux protocoles et les nouveaux formats du net. Et donc tous les acteurs techniques sont invités à venir troller. Et une fois que tout le monde a bien fini de troller, on a un document qui fait consensus. Donc ça, c'est une partie essentielle de ce qu'était jusqu'à présent la gouvernance d'Internet. De l'autre, on a une autre forme de gouvernance consensuelle technique qui est celle du routage. On a les AS, les Autonomous Systems, qui s'entendent sur les routes pour acheminer les paquets et qui fonctionnent selon le principe dit du best effort. Il y a un paquet qui entre et qui doit aller quelque part, tu ne te demandes pas à qui il est, c'est quelle couleur, il vient de quel pays. Non, juste tu le prends et tu l'envoies, parce que tu sais que quand toi tu vas prendre tes paquets et les envoyer quelque part, la personne en face fera pareil. Une espèce de gentleman agreement, une espèce de règle tacite entre acteurs techniques qui faisait que jusqu'à présent, ça juste marche. De l'autre, je vous le disais, il y a les utilisateurs, il y a nous. Il paraît qu'on est 2 milliards d'individus connectés à Internet aujourd'hui. C'est quand même beaucoup. Bon, alors il faut sans doute enlever les 300 à 400 millions de Chinois parce qu'ils ne sont pas vraiment connectés à Internet dans la définition que je vous ai faite tout à l'heure. Ils n'ont pas accès à tous les contenus, services et applications parce que quand ils vont taper Tiananmen ou démocratie ou aller voir le China IT Daily ou des sites comme ça, ils n'auront juste pas accès. De la même façon, ils ne peuvent pas publier tous les contenus, services ou applications parce que quand ils vont essayer dans le Jabber de taper Great Firewall of China, ça va juste pas passer. Donc, on va dire, à la grosse louche, 1,5 milliard d'individus. C'est à peu près beaucoup plus que la population de n'importe quel pays. C'est combien de fois l'Europe? 5 fois? 5 fois l'Europe à la louche, un truc comme ça. Donc, on est ce petit milliard et quelques à guider le développement d'Internet par nos usages. Le jour où on a commencé à se dire « Ah tiens, je ferais bien du BitTorrent, moi. Ah tiens, moi aussi. » Internet s'est retrouvé plein de BitTorrent. Et avant ça, un exemple moins flagrant, mais il y en a eu 10 000, quand les gens se sont dit « Tiens, on va faire du Skype. » Il y a du Skype qui passait dans Internet. Quand les gens se sont dit, encore avant, tiens, on va faire du ICQ, il y a du ICQ qui est apparu dans les réseaux. Et donc, cette capacité universelle d'expérimentation et d'innovation, couplée tout simplement aux usages, fait que l'on a décidé, jusqu'à présent, de ce qui allait être fait ou non avec Internet. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, parce que c'est véritablement la preuve de ce que j'avançais tout à l'heure, qui est que Internet nous appartient. Internet, c'est nous. Et alors, ça rend les choses un petit peu intéressantes lorsque vous vous souvenez d'un Nicolas Sarkozy qui invite à un EG8 les Mark Zuckerberg et autres, Eric Schmidt. Je me suis incrusté. Et qui leur dit, voilà, vous êtes Internet, vous êtes tous là, ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de la Californie. Vous êtes Internet, vous avez fait Internet, vous avez la responsabilité d'Internet, on va vous mettre un ensemble de règles communes, vous avez une responsabilité, et dans les conclusions du G8 disait les acteurs techniques doivent participer à la guerre contre le partage en prenant des mesures pour prévenir les infractions futures
Donc c'est ça qu'on a lu dans son discours avant même que les conclusions du G8 soient écrites, parce qu'on a un petit peu l'habitude de ce vocabulaire-là. Donc ça, c'est un événement majeur. Un événement majeur parce que c'est un G8. C'est pour une question? Et qui que quoi? Bah, au G8, ils sont 8. Ça, voilà. Comme son nom l'indique presque, en fait. Non, non. Blague à part, au EG8, il y avait un millier de personnes, dont, à vue de nez, 98 ou 19% d'acteurs business. C'était sur cela, il y avait environ 60% d'entrepreneurs français et de grenouilleurs de Web 2.0, Schtroumpf, machin, cantine qui coulole, et le reste de gens invités, ce genre de choses. Mais c'était globalement que des acteurs business. Et donc quand Sarkozy dit, voilà, vous êtes Internet et vous avez la responsabilité de nous aider à mettre en œuvre des politiques potentiellement répressives, ou en tout cas quand il parlait, je vous invite à lire le point, je ne sais plus, je crois 23 ou 26 dans les conclusions du G8, et qui dit faire participer les fournisseurs d'accès en prenant des mesures visant à faire cesser les infractions futures aux droits d'auteur. J'invite les techniciens parmi vous à vous poser la question de ce que signifie en termes techniques prévenir les infractions futures. Les solutions, il n'y en a pas 15. Voilà, c'est l'assaut de police, la police de la pensée d'Orwell, c'est, comment il s'appelait le film là, Minority Report, c'est les dispositifs de filtrage dont parlait Nicolas Sarkozy dans ses vœux à la culture en janvier 2010 dans la vidéo que vous avez vue. C'est les dispositifs de filtrage, c'est la censure automatique des contenus au moment où ils sont publiés, tels que peuvent le pratiquer des plateformes de vidéo en ligne, pourraient le pratiquer des plateformes de vidéo en ligne, mais pourquoi pas des plateformes de blogging. Et donc là, on est à un tournant. Alors, j'utilise cette image du G8 parce que c'est vraiment emblématique, mais c'est évidemment pas entre la veille de l'EG8 et le jour des conclusions que tout s'est joué. Nous, c'est un processus qu'on observe depuis maintenant assez longtemps, mais c'est somme toute quelque chose d'assez récent dans l'histoire d'Internet. Assez récent parce que si on regarde sur les législations imbéciles qui ont attaqué Internet récemment, on va remonter, avant la DOPI, il y avait la DATSI. La DATSI, c'est la directive EUCD. La directive EUCD, c'est la transposition du traité au MPI de 96. Mais là, on était dans quelque chose qui ne touchait pas au cœur du réseau. Dans OMPI 96, EUCD 2001 et la DATSI en France en 2005-2006, vous vous souvenez, c'est l'histoire de la protection juridique, des mesures techniques de protection des œuvres protégées. Donc c'est le mur autour du mur qui entoure les œuvres pour protéger les artistes. Pardon. Donc là, on était dans des dispositifs qui essayaient de se mettre chez l'utilisateur, dans le iSchtroumpf, dans éventuellement les magnétoscopes ou je ne sais quoi, pour empêcher de réaliser la copie. Donc il y a déjà cette idée un petit peu nocive de tenter d'empêcher la copie dans un monde qui repose sur la copie. Mais jusqu'à présent, on essayait de mettre ça chez les gens. Il se trouve que ça n'a pas marché. Donc là, la tentation d'aller taper au cœur du réseau, d'aller faire pression sur les acteurs qui font tourner le réseau, c'est quelque chose d'assez récent. Et en pratique, ça n'aurait pas été possible de toute façon il y a 5 ans, 5 ou 10 ans, tout simplement parce que les acteurs n'étaient pas à l'époque concentrés comme ils le sont aujourd'hui. Google en est un exemple assez flagrant, mais pas que. Quand on regarde le marché des télécoms, on s'aperçoit que le nombre d'opérateurs a plutôt tendance à réduire. Il y a, je crois, 7 ou 8 États membres dans l'Union européenne où il y a un seul opérateur qui est l'opérateur historique. Donc parler de concurrence dans un marché comme ça. Et à vue de nez, ça doit être 24 ou 25 États membres sur les 27 qui n'ont personne d'autre qu'un opérateur télécom ou des opérateurs télécoms comme fournisseurs d'accès à Internet. Donc cette concentration du marché de la fourniture d'accès à Internet rejoint une autre tendance qui est celle de ces acteurs à fusionner avec des groupes médias. Vous vous souvenez de AOL Time Warner aux US il y a longtemps. En ce moment, c'est NBC Comcast aux US. Au Royaume-Uni, c'est Virgin Media qui est la même boîte que Virgin Internet.
En France, c'est SFR, qui est la même boîte que Vivendi, Universal, etc. etc. Donc, des intérêts convergents entre les groupes de médias et les groupes télécoms, dont le métier n'était pas fondamentalement à la base de faire de l'Internet, et qui sont un petit peu retrouvés avec ça entre les bras, et des gouvernements qui de plus en plus se disent, tiens, ce machin-là, c'est un petit peu en train de nous échapper, ça permet un petit peu à des gens de s'exprimer, parfois un petit peu trop, parfois un petit peu dans le sens contraire de ce que l'on aimerait arriver à faire passer comme message. Et donc cette convergence d'intérêts entre des acteurs dominants et une classe politique qui voit Internet comme un contre-pouvoir et qui a parfois même la tendance maladive à tenter d'écraser tout contre-pouvoir, est quelque chose que l'on est en train de vivre là, aujourd'hui, sous ce charmant vocable d'Internet pur et civilisé. Alors, sombre tableau que celui que je dresse ici, pour ne pas faire une espèce d'inventaire à la Prévert, je ne vais pas énumérer la longue liste des attaques sur nos libertés fondamentales qui sont en cours aujourd'hui, mais je ne résiste pas à l'idée d'en citer quelques-unes, comme les entraves à la neutralité du net sur l'Internet, enfin le pseudo-Internet mobile qui vous empêche de faire ceci et cela et ceci et cela parce qu'Orange ne veut pas ou SFR ne veut pas. L'accord international anti-contrefaçon ACTA, qui parmi vous n'a pas entendu parler de l'ACTA? Quelques mains se lèvent tout de même. C'est un accord qui a été négocié sous couvert d'un accord commercial. Donc ce que d'habitude deux pays ou X pays vont négocier en disant voilà, moi je vais t'acheter ton cacao dans telles conditions, en échange tu vas m'acheter telle technologie, etc. Donc sous couvert d'un accord commercial, l'ACTA impose en réalité jusqu'à de nouvelles sanctions pénales, qui normalement sont du ressort des États souverains, au prétexte de lutter contre la contrefaçon, qui auront pour effet de faire pression justement sur les acteurs techniques pour leur faire la police eux-mêmes sur le réseau, au nom de la guerre contre le partage. La politique européenne en matière de copyright qui a été dévoilée par Michel Barnier je sais plus, il y a 2-3 semaines, à peu près le jour du début du G8, ça devait être le 24 mai, et qui dit pareil, tiens, étrange, qui dit ah ouais, il faut vraiment lutter contre les infractions au copyright, hein, ouais, puis il faut vraiment faire participer les acteurs techniques, ouais, et il faudrait vraiment se démerder pour qu'ils prennent des mesures. Étrange. Les États-Unis qui sont en train de faire avancer cette loi qui s'appelait la COICA et qui maintenant est le Protect IP Act, le PIPA, hein, qui vise à peu près aux mêmes choses, qui permet de faire retirer des sites web, qui permet de saisir directement des noms de domaine à l'ICANN, et donc que le gouvernement américain puisse claquer des doigts et faire disparaître un site d'Internet, même s'il est localisé quelque part ailleurs dans le monde. Et donc voilà, je vais pas tenter d'être exhaustif dans l'énumération parce que ça risquerait de prendre tout le reste de l'heure qui est disponible. Et puis parce qu'on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans la discussion. La deuxième question, là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est parti du principe qu'Internet est un bien commun qui nous appartient à tous. Qu'on en a donc la responsabilité collective. Qu'il est l'objet d'attaques multiples, que ces attaques multiples pourraient radicalement en altérer la structure, l'architecture et par là même nos capacités, nos libertés. La question est, qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'il y avait une réponse et qu'elle était universelle, ce serait sans doute une mauvaise réponse. Les réponses, il y en a justement plein. Et j'aimerais peut-être ouvrir la discussion là-dessus sur quelques types d'actions que l'on peut individuellement ou collectivement prendre pour tenter de participer à faire changer les choses. Alors, je vais d'abord parler de ce que je connais, la Quadrature du Net, que j'ai cofondée. On est parti de ce principe-là, il y a 3 ans et demi maintenant, qu'on pouvait s'autonomiser dans l'action politique grâce à Internet. Yochai Benkler, quand il parle d'Internet, il parle de la décentralisation des moyens de production intellectuelle. Alors, j'aime pas parler juste de production parce que c'est un langage marchand et que production intellectuelle, voilà, c'est un terme un peu barbare quand on va parler d'intelligence, de création, de tout ce qu'on veut. Mais c'est cette idée, voilà, qu'on a, par cette décentralisation des outils, la possibilité, et c'est la démonstration que l'on fait, d'ouvrir un site, un wiki, un canal IRC,
une liste de discussion, mettre un petit peu de poil autour, faire tourner tout ça, un joli logo, un nom sympa, et chut, roule ma poule, on balance des communiqués de presse, des communiqués de presse, des communiqués de presse, des communiqués de presse, des dossiers, des analyses, des communiqués de presse, des communiqués de presse, des appels à campagne, des dossiers, des analyses, etc. Et on a fait la démonstration au fil du temps qu'il était possible de faire changer les choses, de faire bouger les lignes. J'ai une liste longue comme le bras de dossiers sur lesquels on a directement influé, sans parler de l'épique bataille Adopi. On allait jusqu'à participer à la rédaction de la saisine au Conseil constitutionnel pour obtenir cette décision qui dit que la liberté d'expression implique la liberté d'accéder à Internet. Au rapport Lambrinidis, qui est un excellent rapport au Parlement européen pour promouvoir les libertés fondamentales sur Internet, que le gouvernement français s'est torpillé. Et nous, on a torpillé les amendements qui torpillaient. On a contre-torpillé. Au rapport Medina-Ortega, qui était une infâme saloperie en matière de droits d'auteur, qu'on a là aussi torpillé au Parlement européen. À l'amendement 138, qu'on a fait voter 2 fois dans le paquet Télécom, et qui en gros disait non seulement merde à l'Adopi et merde à Sarkozy depuis l'Europe, mais qui en plus faisait tout l'inverse de ce que les lobbyistes des industries du divertissement essayaient de faire passer dans le paquet Télécom et qu'on a carchérisé. Sur l'ACTA, on a directement réussi à changer des pans entiers de contenu pour les rendre encore plus sournois, mais ça c'est un autre problème. Mais littéralement, les points que l'on pointait du doigt ont été entièrement remaniés par les négociateurs. On a fait fuiter plusieurs documents de suite au sujet de l'ACTA qui a fait réagir le Parlement européen. On a fait signer aux eurodéputés une déclaration écrite. On a eu une majorité de signatures des eurodéputés, signatures à la main, qui devaient faire chacun eux-mêmes, sur un papier qui disait on ne va pas transformer les intermédiaires d'Internet en une police privée du copyright. Et donc, voilà, là encore, je ne vais pas dérouler la liste, mais on a démontré que 5 gus dans un garage, avec leur petit bout d'Internet, de l'huile de coude et pas mal de boulot, pouvaient, à leur échelle, un petit peu, changer les choses. Donc ça, c'est un mode d'action qui est basé principalement sur cette faculté que l'on a à ouvrir sa gueule. Donc, je vous invite à le faire, je vous invite à participer, je vous invite à rejoindre notre canal IRC, notre liste de discussion. Voilà, il y a moins 15% aujourd'hui. Non, je déconne. Ensuite, des modes d'action, il y en a évidemment des techniques. Je regarde Touffe droit dans les yeux en disant ça. Quand on parle du gouvernement américain qui saisit des noms de domaine directement à l'ICANN et qu'on parle du COICA, il y a furieusement besoin de quelque chose d'autre que DNS. Il y a plein de gens qui sont en train d'y bosser. Peter, comme d'autres, sont sur des idées de système DNS en peer-to-peer. Il y a des problèmes de crypto qui sont, à mon avis, pas triviaux là-dessus. Mais voilà, bosser sur des outils, déployer des serveurs de VPN ou des choses comme ça. Et en règle générale, faire son petit bout d'Internet. S'autonomiser par rapport à l'infrastructure. Ça, c'est quelque chose de très important. Le jour où on a publié la vidéo de Adopi Brasil, que vous avez peut-être vu, une espèce de parodie, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à taper Adopi Brasil, on a LOL. Le jour où on a publié ça sur Vimeo, il se trouve que quelques jours après, il y a des gens qui ont cliqué « contenu abusif ». Donc le truc s'est fait retirer. Bon, moi j'avais tout, mais j'aurais pu le plaider moi-même devant le juge. Hein, c'est une exception au droit d'auteur à des fins de parodie. Je pense que Terry Gilliam aurait été d'accord, il n'y a aucun souci. Mais bref, Vimeo dit « ah ben non, ça, on enlève ». Donc on est allé jusqu'à envoyer une lettre d'avocat, ce que beaucoup de gens n'iraient pas jusqu'à faire quand ils verraient que leur vidéo a disparu. Et lettre morte, pas de réponse. Heureusement qu'on avait le Media Kit de la Quadrature du Net. Bon, en l'occurrence, elle était aussi sur YouTube et Dailymotion et elles ne se sont pas faites enlever. Mais heureusement qu'on avait le Media Kit de la Quadrature du Net où on a pu immédiatement re-embedder, comme on dit, la vidéo à partir de notre source à nous, sur notre hébergement. Donc, en cas de pépin, avoir ces données chez soi, et chez soi, ce n'est pas forcément dans la cuisine, chez maman, on va empiler des racks de serveurs, mais globalement, avoir quelque part son petit bout d'infrastructure pour héberger ses mails, son site, ou mutualiser ça avec le geek de service et une bande de potes. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire concrètement pour participer à contrer cette centralisation galopante d'Internet et de ses services. Donc, développer des nouveaux outils, on l'a dit. Maintenant, il y a juste quelque chose. Je pense que ce n'est pas les outils qui nous sauveront, et que la crypto pourrait être une solution, mais temporaire. Le jour où on commence tous à chiffrer toutes nos communications en se disant comme ça, allez,
fuck le Deep Packet Inspection, fuck les entraves à la neutralité du net. Le jour où tout le monde se met à le faire, les opérateurs, c'est très simple. Ils vont mettre une règle qui va être tout ce qui est chiffré et qui ne va pas vers les sites authentifiés, whitelistés, les banques, les administrations publiques, le Gmail et le machin. Bah, tout le reste, ça rame. Ça va dans la voie de garage. Donc ça, c'est une solution, mais à mon avis, de court ou de moyen terme. Et il y a une autre solution que j'aimerais évoquer avec vous avant d'ouvrir la discussion dont on parle, mais qui serait temps de mettre en œuvre. C'est l'inconscient collectif comme un terrain avec lequel on peut jouer, comme quelque chose que l'on peut hacker, comme le reste. Vous avez tous peut-être en tête Emma Le Prince. Voilà, preuve de ce que j'avance, avec son clip, comment ça, je préfère, voilà, Prefer Your Clone. Sans parler de la propagande grossière et plus ou moins indécente que l'on vient de s'offrir avec nos impôts récemment au sujet de l'Hadopi. Cette capacité que l'on a à créer des messages, à s'exprimer sur Internet, on peut tout aussi s'en servir pour créer du sens, pour créer de la symbolique, pour créer des mèmes, tout simplement, pour créer des éléments culturels qui vont se répliquer, qui vont se propager. Et vous avez tous en tête un keyboard cat ou un lolcat ou je ne sais quel chat mignon que vous avez vu arriver 350 fois par 350 personnes différentes en disant « Oh, clic, c'est trop mignon ». Donc, sans forcément utiliser des petits chats trop mignons, on a là un boulevard pour créer des images fortes, des messages forts, des symboles forts qui porteront les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs que l'on se doit d'imposer par rapport aux valeurs du contrôle et de la peur, qui sont les terroristes, pédos, pirates, violeurs, proxénètes, qui font leur nid sur Internet, qui justifient l'Internet civilisé et les dispositifs de filtrage, qui sont, et on pourra en discuter, cette notion d'une cyberguerre. Attention, tous aux abris, la cyberguerre arrive, où Internet serait transformé en un champ de bataille. Et qui dit champ de bataille dit règle d'exception. Et qui dit règle d'exception dit pas le droit commun, pas l'état de droit. Donc, nos adversaires ont la machine médiatique du XXe siècle entre les mains, ont la capacité à envoyer des messages extrêmement puissants. Est-ce qu'on va, oui ou non, faire la démonstration que notre machine universelle, notre intelligence collective, nous les 1 milliard et quelques d'individus interconnectés en réseau, est-ce que cette machine-là, elle est plus ou moins puissante que la machine médiatique du XXe siècle? Je pense que ça, c'est véritablement à la fois un mode d'action et un enjeu qui est au cœur de nos problématiques. Et je m'aperçois, même si ce n'était pas l'intention initialement, que ça fait transition toute trouvée pour vous parler du Quadrature Communication Camp qu'on organise à partir de vendredi soir prochain et jusqu'à dimanche prochain, dans un squat qui vient d'ouvrir, qui est au 14 de la rue Chapon. Et donc pendant 48 heures, vous pourrez venir soit un soir, soit une nuit, soit un matin, soit une journée, pour nous aider à créer des messages, créer du sens, créer des matériaux de campagne, des matériaux de communication sur ces thèmes-là, sur l'ACTA, sur la neutralité du net. Et c'est une forme de petite expérience comme ça, que l'on va mettre en œuvre pour voir est-ce qu'on arrive au lundi matin avec tout un tas de vidéos rigolotes, pourquoi pas des images avec des petits chatons mignons, et surtout, quelques semaines après, comment ces messages auront été véhiculés, comment on aura fait avancer nos idées. Là, c'est véritablement une course contre la montre, c'est nos idées contre les leurs, c'est la liberté contre le contrôle, et on a tout ça entre nos mains aujourd'hui. Voilà. Donc, on va faire passer un micro pour les questions. Ici ? Pourquoi tu ne ferais pas ça dans un micro ? L'ONU a ratifié hier un accord avec 41 pays sur Hadopi, justement, pour défendre Hadopi, contre Hadopi du moins.
Il y a 41 pays qui ont voté contre, quoi. Et, sauf la France, évidemment. Alors, c'est le rapport du rapporteur spécial à la protection de la Oui. liberté d'expression, Franck Larue. On l'a décrit sur la Quadrature du Net. C'est globalement un bon rapport. Il y a des trucs un petit peu inquiétants parce qu'il dit que le filtrage est quelque chose qui doit être évité, mais que dans certains cas, il pourrait être légitime. C'est le truc qui nous a un petit peu fait tiquer. Mais à part ça, c'est effectivement un très bon rapport, quelque chose qui mérite d'être promu, qui fait partie des outils positifs que l'on a effectivement à notre disposition et que l'on peut mettre en avant. Il y a ça, il y a le rapport Lambrinidis que j'évoquais précédemment. Il y a, je me demande si c'est pas le Conseil de l'Europe qui vient pas de sortir quelque chose. Il faut que je me renseigne et que j'écrive là-dessus. Donc on a effectivement des bons documents à opposer à ces processus-là, mais le rapport de l'ONU, comme un rapport Lambrinidis, comme même je pense aussi au rapport Laure de la Raudière sur la neutralité du net, enfin Laure de la Raudière et Corinne Herel, ont tous en commun d'être non contraignants et de ne pas être des rapports législatifs, de ne pas s'inscrire dans la loi. Donc quelque part, ça quand même, sur le terrain des principes, c'est excellent, mais c'est quand même un cran en retard par rapport à des projets très très concrets comme l'ACTA ou le COICA, qui sont en train de devenir la loi et qui ensuite vont se généraliser. Donc oui, ça fait partie des outils positifs que l'on a à notre disposition, merci de le rappeler. Je suis sûr qu'il y a plein de questions, des commentaires, des trolls, tout ça. Ah, j'ai vu un velu. Très bien. Alors, la Quadrature lutte sur le côté du lobbying, mais il y a d'autres initiatives qui luttent sur, enfin, dans le même sens, mais sur d'autres plans. Je pense notamment au Parti Pirate. Est-ce que c'est une bonne initiative qu'il y ait cette bataille-là sur ce plan-là? Alors, et d'une, on fait pas du lobbying. Moi, il m'arrive environ 10% du temps d'être dans un parlement, de temps en temps avec une chemise. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui j'en ai une, mais c'est parce que je prends l'avion, alors j'ai pas envie d'avoir une fouille au corps, je mets une chemise. En gros, voilà, 10% de mon temps, je le passe à utiliser un petit peu les méthodes des lobbyistes, c'est-à-dire toc toc, bonjour, connaissez-vous machin, voilà, je vais vous expliquer, etc. En général, je suis pas rasé, j'ai pas de cravate, donc je fais pas illusion 2 secondes. Mais surtout, avant tout, je suis un citoyen qui utilise ces méthodes-là. Ensuite, moi, ce que j'aime à dire, c'est que la Quadrature du Net, c'est pas moi, c'est pas les 2,5 que nous sommes financés à plein temps ou les 4 cofondateurs dont je fais également partie. C'est la somme de tous ceux qui nous suivent et qui participent aux campagnes que l'on lance. C'est les dizaines, les centaines, les milliers de mails ou de coups de fil qui atteignent les membres d'une commission parlementaire, en particulier à la veille d'un vote, et qui vont influencer ce vote. Et c'est pas moi tout seul. Moi, au lieu de passer 100 coups de fil à 100 eurodéputés, je préfère expliquer à 100 personnes qu'ils devraient passer un coup de fil chacun. Et c'est avant tout à ça qu'on sert. Éventuellement, c'est la do-cracy sur Internet où ceux qui font quelque part décident. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste rester assis et dire « Ah les gars, vous devriez passer un coup de fil ». Non, non, tu passes un coup de fil et tu montres comment tu fais pour que d'autres puissent le faire aussi. Donc on est un petit peu en position de donner l'exemple, mais donner l'exemple pas en faisant du lobbying, en faisant notre boulot de citoyen. Juste, il se trouve que j'ai l'occasion de le faire à plein temps. Donc voilà, ne pas réduire l'action de la Quadrature à ça d'abord. Ensuite, le Parti Pirate, moi je connais plein de gens très bien qui participent à ce machin-là. Et je me sens une grande proximité d'âme et d'esprit. Voilà, on est de la même famille, clairement. Mais ce que j'ai coutume de dire, et il m'a fallu là encore longtemps pour comprendre où dans ma tête il y a un truc qui bloquait là-dessus, j'adore les pirates, mais je déteste les partis. J'ai un problème avec ça. Et pour moi, parti et pirate, c'est quelque chose qui va pas bien vraiment ensemble, un peu comme dire le roi des anarchistes. Tu vois, c'est un truc qui colle pas bien. Et se dire, on va faire une structure dans laquelle on va devoir inventer des modes de prise de décision, et puis on va devoir mettre des candidats, et puis financer des campagnes, et puis coller des affiches, et puis des trucs, c'est aller rentrer dans les règles du jeu, qui sont celles de structures qui sont 100 fois plus puissantes, qui ont elles-mêmes décidé de ces règles du jeu, ou qui les ont changées au fil du temps pour les faire convenir à leur situation plus ou moins dominante. Donc pour moi, c'est une entreprise qui est vachement casse-gueule. Et alors que tout le monde prend l'exemple suédois, c'est juste un bug. Quand ils ont constitué leur liste électorale pour les élections européennes, ils étaient crédités de 0,14 ou 0,17% d'intention de vote.
Ils ont dit à Amélia, tiens, tu vas être seconde sur la liste parce qu'il faut une femme. Elle a dit, hop. Et il y a eu le procès de The Pirate Bay, ils sont passés à 1%. Puis il y a eu une deuxième semaine du procès de Pirate Bay, ils sont passés à 2%. Et puis une semaine de plus, ils sont passés à 3, et puis 4, et puis 5, et puis 6, et puis 7. Et ils ont fait 7%. Amélia s'est retrouvée élue aussi. Enfin, elle ne siège pas encore, mais voilà. C'était un bug. Du coup, le gouvernement suédois a très bien compris et ils se sont démerdés pour que l'appel de The Pirate Bay soit programmé non pas juste avant les élections d'après, mais juste après. Donc, le bug ne se reproduise plus. Et l'élection d'après, je ne sais plus, ils sont retombés à un score d'environ 2%, qu'on pourrait qualifier peut-être de score normal de gens dans la population qui pensent que ces questions numériques sont plus importantes que toutes les autres. Et c'est là aussi qu'à mon avis est un bug dans le parti pirate, c'est que autant mes potes pirates, enfin qui se définissent comme pirates, moi j'aime pas déjà le terme de pirate parce qu'il voilà, il est interprété de façon différente, mais les gens qui se définissent comme pirates, pour autant je leur ferai pas forcément confiance sur la sécurité sociale, sur l'éducation nationale, sur l'armée, ou sur tous les sujets qui normalement doivent figurer dans un programme électoral. Et par exemple quand on voit Christian Engström, c'est une espèce, alors il oscille entre le libéral mou et l'ultra-libertaire. Et lui, il a des positions qui sont de l'État nulle part, je crois même pas dans l'éducation ou quoi. Et voilà, je ne suis pas du tout en ligne avec ce que pense ce bonhomme, même si sur les questions numériques, enfin non même pas. Enfin bon, lui c'est un cas particulier, j'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement il est gentil. Mais donc voilà, je vois ça quand même positivement parce que c'est des gens qui s'engagent sur ces questions-là. Et avant tout, pour moi, c'est ça qui est important. C'est que des gens s'engagent là-dessus, chacun avec son mode d'action. C'est pas une compétition, c'est pas celui qui arrivera à battre les autres. C'est la complémentarité des modes d'action qui est efficace. Nous, quand on dit appelez votre député tel jour à telle heure, s'il y en a qui préfèrent lui envoyer un fax ou aller s'asseoir devant la porte de son bureau ou aller, je ne sais pas, non, lui coller un truc sur sa permanence, c'est pas une bonne idée. Mais voilà, donner des idées, que chacun se réapproprie les idées pour trouver ses propres modes d'action, c'est de toute façon quelque chose qui ne peut être que bénéfique. Désolé. Justement, quand tu parles de complémentarité, c'est à ça que je pensais. C'est-à-dire que tu dis que le Parti pirate tombe dans le jeu du système, mais c'est la même chose pour la Quadrature qui va parler aux députés sans mettre en question le pouvoir législatif, etc. Donc, voilà, est-ce que simplement, que ça soit casse-gueule ou pas, mais qu'il y ait cette initiative, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être complémentaire pour les combats que véhicule la Quadrature? Ça peut. D'accord. Il se pourrait que ça puisse. Petit complément, tu parlais des coups de téléphone tout à l'heure aux eurodéputés ou par exemple des mails qu'il y avait eu lors de la Hadopi. Ça pourrait peut-être être intéressant de reparler par exemple du call center au RMLN, qui était une initiative vraiment vachement intéressante et enrichissante, ou peut-être aussi de certains résultats auprès des députés pour la Hadopi qui se plaignaient d'être spammés par les citoyens. Alors, ouais. Alors, merci de mettre le doigt là-dessus. Ouais, d'abord sur la réaction des députés, des eurodéputés. Je me souviens d'un truc assez drôle. C'était la seconde lecture du paquet télécom à Strasbourg, où on a obtenu une nouvelle fois, par 88% des votants, le vote de l'amendement 138, qui était, à mes yeux, quasiment mort et enterré. Je me suis levé le matin en me disant qu'on a peut-être 10% de chances de succès. Et il y a eu un coup de kung-fu aérien dans l'hémicycle, inversion de liste de vote, incident de séance qu'on avait provoqué avec les quelques HAL2 qui, ouais, machin, tac, coup de tête balayette, et le truc est passé, c'était juste hallucinant. J'ai une facture que j'ai passée en note de frais qu'il va falloir que je redemande à Bayard, où il y a écrit Strasbourg, 6 mai 2009, une choucroute, 3 bouteilles de champagne. Parce que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et vers la fin de l'après-midi, je me balade dans le bar du Parlement, le bar des Fleurs, et je vois un assistant parlementaire que je connaissais un peu, qui est un assistant parlementaire PPE, donc conservateur, qui était en train de siroter du champagne avec une jolie blonde, et qui me voit arriver comme ça, « Ah, Zimmermann, c'est à cause de toi que j'ai eu tous ces coups de fil aujourd'hui, de gens qui, fallait les entendre, comme ils nous parlaient, vraiment. » Et vraiment, le type me prend de haut comme ça. Bon, il se trouve que j'étais un petit peu énervé ce jour-là. Je le regarde dans les yeux, je lui dis « Hey Coco, tu préfères quoi ? Qui n'en ait rien à foutre de ce que tu fais dans ton Parlement comme d'hab,
ou qui t'appelle, peut-être pas avec les bons mots, peut-être pas avec les bons codes, peut-être pas avec Sciences Po plus 12, mais qui regarde ce que tu fais, qui s'y intéresse et qui t'appelle. Et là, le type, il a regardé le bout de ses pompes, il a fait « ouais, bon », et on a commencé à parler du fond. Donc, il y a vraiment quelque chose de fondamental, et c'est là qu'est la différence clé avec le lobbying, c'est qu'on n'est pas des lobbyistes, on ne défend pas des intérêts particuliers. On a eu comme ça des exemples de gens qui nous racontaient que quand ils appelaient, « Bonjour, j'habite à tel endroit, je m'appelle comme ça, et je voulais vous parler de blablabla, attendez monsieur, qui est-ce que vous représentez ? Hein ? Mais je représente personne. Non, je voulais juste vous dire, ouais, machin, parce que vous comprenez, Internet. Non, mais attendez, vous travaillez pour qui ? Vous travaillez pour qui ? Pour une société de machin. Mais vous, bah oui, non, je suis informaticien. Oui, non, je suis citoyen. Ah bon ? Et les gars, juste avoir quelqu'un qui n'était pas un lobbyiste en train de représenter tel ou tel corps d'industrie et qui appelait pour parler de quelque chose, c'est un événement assez exceptionnel chez eux. Et donc ça, c'est un avantage décisif que l'on a, parce qu'il y en a quand même qui se rappellent un petit peu des fondements démocratiques et des valeurs républicaines qui sont censées défendre et du principe de la démocratie représentative, quoi qu'on pense de la démocratie représentative et de son état actuel. Donc c'est quelque chose qui va quand même parler aux individus quand on fait ça comme ça. Et de l'autre côté, donc en fait, tu me posais, enfin tu m'invitais à compléter sur les deux côtés de la connexion. Le côté téléphone dans le bureau du député et le côté téléphone chez nous, quoi. C'est vrai que cette histoire de call center, bon, il y a eu des petits couacs et un petit retard à l'allumage, mais c'est un truc qu'on avait pensé pendant les RMLL, les rencontres mondiales du logiciel libre l'année dernière. On était en train de finaliser les signatures sur la déclaration écrite 12 sur l'ACTA dont je vous parlais tout à l'heure, où c'était beaucoup plus dur de prévu d'obtenir la signature manuelle de chaque eurodéputé parce qu'il fallait qu'il signe à un moment précis de la session plénière sur une table en particulier juste à côté de la plénière, donc en général pile au moment où il est en train de courir pour aller rejoindre l'hémicycle, donc le plus mauvais moment, ça on ne savait pas au début, et donc il fallait vraiment les pousser pour qu'au moment où ils passent devant cette table, ils se disent « Oh merde, là c'est vrai, si je ne signe pas, je vais encore me prendre 150 coups de fil, je vais signer et ça va être tranquille ». Et donc l'idée c'était de mettre à disposition une sorte de petit atelier avec des téléphones en prêt, avec un pad projeté, avec la liste de ceux qu'il fallait appeler, ceux qui ont déjà été appelés, ceux qu'on peut rappeler, ceux qui, etc., et dire aux gens, viendez les gens, viendez filer des coups de main, viendez prendre un téléphone et appeler des eurodéputés pour les inciter à signer la déclaration écrite 12. Je crois que ça a superbement bien marché. Moi, hélas, j'ai pas pu y être parce que j'étais pendant ce temps-là justement à Strasbourg en train de faire de la retape et je crois que je tenais des affiches ou que je filais des flyers comme quand j'étais jeune, mais que pendant environ 3 heures, il y a eu, je crois, jusqu'à 25 personnes, dont certains ont passé, tu me corriges si je me trompe, les 3 heures entières, du début jusqu'à la fin, à participer au truc. Et ce que m'a raconté Benjamin Sontag, qui, moi, est vraiment le point clé et le point révélateur du bilan de cette opération, c'est que des gens, en sortant, lui serraient la main et lui disaient merci. Et lui disait non, attends, mais non, merci à toi d'être venu participer, d'avoir filé un coup de main. Et l'autre disait non, merci à vous de m'avoir montré comment c'était facile et combien ça pouvait être utile de passer un coup de fil à son eurodéputé. C'était assez hallucinant en fait cette matinée-là. Il y a des personnes qui sont arrivées en disant bon écoutez, j'ai que un quart d'heure, j'ai une conférence à faire après, enfin je vais voir une conférence, je passe un coup de téléphone et puis je me casse. Et puis, elle prend un téléphone, elle appelle. Et puis elle raccroche, elle rappelle, elle raccroche, elle rappelle. Et en fait, 3 heures après, elle était encore là. Et en partant, elle fait en fait, j'ai pas vu ma conférence, mais en fait, je m'en fous complètement. Et comme disait Jérémy, ça faisait super bizarre parce qu'en fait, elle nous remerciait de leur avoir permis d'appeler. Et ouais. Et c'est très bizarre. Nous, en gros, on était là, ouais, mais appelez, c'est l'amendement, c'est super important tout ça. Et les personnes nous disaient non, mais merci à vous. Et voilà, c'était aberrant sur le moment. Ouais, mais est-ce que ici il y a des gens qui ont appelé au moins une fois, que ce soit des députés de l'Assemblée nationale ou des eurodéputés? Alors donc l'année prochaine, il faut au moins les 3/4 de la salle. Pas mal. Mais non, déjà c'est quelque chose. Mais oui, les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens ne sont pas habitués à ce lien direct, à ce lien bidirectionnel en lecture-écriture
qu'on peut avoir avec ses élus. C'est cette caractéristique, là encore, d'Internet. Bon, là, on parle de téléphone, mais l'organisation se fait grâce à Internet, l'argumentaire grâce à Internet, la coordination aussi grâce à Internet quand on est tous sur un pad. Cette capacité de ne plus seulement consommer, mais aussi d'envoyer du contenu et donc de participer, les gens ne sont pas habitués à ça. Nous, on est habitués parce qu'on participe à des projets de logiciels libres, parce qu'on est sur des mailing lists depuis 15 ans ou sur des canaux IRC depuis 15 ans. Mais pour autant, il y a plein de gens qui ne sont pas habitués à ces processus, qui, et on ne peut pas les en blâmer, ont grandi avec la télé unidirectionnelle. Et quand bien même ils aborderaient un autre écran qui serait celui de l'ordinateur, ils n'auraient pas forcément ce réflexe d'aller y participer. Et donc là aussi, c'est quelque chose que l'on peut, je pense, principalement par la démonstration, en montrant l'exemple que l'on peut apporter. Ça fait partie intégrante de la démarche de la Quadrature du Net dans cette idée d'autonomisation de l'action politique. Et comme tu l'expliques, Skaen, c'est plus facile qu'on ne le croit. Et je pense qu'on a non seulement tous la capacité de le faire, mais peut-être tous le devoir de le faire. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous donner des devoirs à la maison ou quoi, mais réfléchissez que pendant 10 minutes ou un quart d'heure ou une heure, une fois dans le mois ou une fois dans les 3 mois ou une fois dans les 6 mois, je suis sûr que vous avez quelque chose de moins important qui vous prend autant de temps. Donc ouais, mais j'ai pas de temps, j'ai un boulot, j'ai ceci et machin, c'est toujours une question de priorité. Réfléchissez-y la prochaine fois que vous voyez un énième appel de la Quadrature du Net. Ça viendra sans doute pour le vote au Parlement européen qui nous donnera une occasion unique de rejeter l'ACTA. Ça arrive sans doute après l'été. Quand vous verrez passer le énième appel en disant ils appellent encore un machin, posez-vous la question de voilà, est-ce que j'ai vraiment rien qui soit pas un petit peu moins important que ça, qui me prend 15 minutes et que je pourrais remplacer par une petite série de 3 coups de fil. Juste pour conclure, même si un coup de téléphone est à peu près 1000 fois... Non mais pour conclure ce que je dis, si un coup de téléphone est 1000 fois mieux qu'un mail, si vous êtes timide ou vous avez peur d'appeler, même un mail à votre député, c'est énorme aussi. Alors, le truc quand même, là où se situe la différence, c'est que les députés, les eurodéputés, ils ont quand même appris à se servir des filtres dans leur mail. Donc quand ils voient arriver le 1500e message qui dit ACTA dedans, tu peux être sûr qu'il va être dans le truc ACTA qui va gonfler et qu'ils ne vont pas aller consulter. Filtrer les coups de fil, c'est beaucoup plus difficile. Ou alors ça se fait par un assistant, mais du coup l'assistant, ça lui prend du temps de cerveau disponible, ça lui prend des ressources. Et c'est pour ça qu'un coup de fil est beaucoup plus efficace qu'un mail. Et en réalité, c'est pas antinomique. C'est que le mail, vous l'envoyez d'abord, il ne sera pas lu. Et une heure après, vous appelez, vous dites, tiens, j'ai envoyé un mail, vous l'avez lu? Ah, ben non, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Et vous servez du mail comme d'un pied dans la porte. Non, c'est pas grave si vous n'avez pas lu mon mail, je vais vous raconter. Et puis donc, on vous dit, oui, non, mais attendez, là, machin, j'ai pas trop le temps, je vais prendre vos coordonnées, je vous rappelle. Ça, c'est un truc classique. Il y en a qui se disent, ah bon, bah, c'est cool, il me rappelle. Raccroche. Puis tu regardes ton téléphone, et puis tu attends 1 heure, 2 heures, 2 jours, 3 jours. Tu regardes ton téléphone, toujours rien. Non, on me dit, je te rappelle, enfin, je vous rappelle. Et là, 1 heure après, vous avez dit que vous me rappelez, mais vous ne m'avez pas rappelé. Alors j'aimerais vraiment savoir. Non, mais je vous rappelle demain. Ah, ok. Demain. Ding, 9h. Allô, bonjour, vous aviez dit que vous me rappeliez. Alors, et c'est comme ça qu'en 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, on contribue à rendre quelqu'un chèvre. Et s'il y a 100 personnes qui le font, je peux vous assurer que le jour où au moment où l'eurodéputé rentre dans le bureau en disant bon, alors il y a quoi? C'est quoi les votes là aujourd'hui? Le type va être comme ça en disant les gars qui appellent au sujet de l'ACTA là, ils font vraiment chier. Fais gaffe à ce que tu vas voter. Et c'est comme ça qu'on crée un climat politique dans un parlement ou un parlement européen où les gars vont se dire ah, ce vote dont j'ai même pas entendu parler, et d'une, je l'ai en tête, et de deux, quand j'approche le doigt du bouton pour voter, j'ai un peu le doigt qui tremble. Parce que je me dis qu'il y a un fort risque que je fasse une connerie et que je me le prenne dans la gueule. Donc c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est le 1 plus 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 1 de ces mails et de ces coups de fil. Et de fax. Je vous rappelle qu'il y a des piles à Quadrature du Net qui sont géniaux. En fait, ils sont blancs avec un fond noir. Vous les envoyez par fax. Ils adorent en fait les députés. On a même un QR code qui a... des questions, plein. Ah, mademoiselle. Ah.
t'éteins. Ça va marcher. Tu nous parles des moyens d'action qu'on peut avoir au niveau technique, en faisant, t'aimes pas le mot, mais plus ou moins, on va dire, pression sur les députés, sur les eurodéputés. Il y a une chose que tu as évoquée en passant, c'est aussi les outils juridiques qu'on a à notre disposition, puisque c'est ce que j'ai expliqué hier, j'ai un peu gonflé tout le monde avec ça. Nous, on est au sein de l'Union européenne. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on n'est pas tout seul dans notre coin. On n'a pas fait l'Union européenne pour les merles. Il y a des directives à respecter. Et ces directives, elles sont hyper protectrices. Au-dessus des directives, on a quand même la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. On peut s'en servir parce qu'elle est quand même vachement détaillée. Donc ça, c'est aussi une façon d'agir. Sur le dernier décret d'application de la LCEN, il y a des recours qui ont été faits au Conseil d'État. Je suis bien placée pour ça, parce que moi j'en ai rédigé un, donc je me suis amusée. Et le point d'ancrage, c'était justement ces fameuses directives européennes. On a la Constitution, on a le bloc de constitutionnalité, on a plein de textes en France, mais on a les textes au niveau de l'Union européenne. Mais il y a une chose qu'il faut faire aussi derrière, c'est, j'ai envie de dire, il faut embrigader les juristes. Parce que c'est eux maintenant qui ont la faculté de changer les choses, parce que nous, nos profs, c'est quoi? C'est des avocats, mais c'est aussi des politiques. Je suis hyper bien placée pour le savoir. J'ai une bonne partie de mes profs, soit qui bossent au Sénat, soit qui bossent à l'Assemblée, surtout puisque moi, j'ai fait une maîtrise de droit public. Donc, il faut quand même des gens, on va dire, qui sont un peu de terrain pour comprendre. Mais le problème, c'est qu'on est, en tout cas à l'université, à la faculté, on n'est pas formé à ces questions-là. On est formé sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Moi, personnellement, ça m'a gonflé. Et ça ne m'intéressait pas et je me suis sauvée en courant. On est formé sur les questions de civil. On est un peu formé sur les questions de diffamation, mais extrêmement mal. Mais tout ce qui est relatif aux libertés fondamentales, pour le dire très vulgairement, tout le monde s'en branle. Ils s'en tapent. Mes profs, quand j'ai osé poser la question sur l'OPSI, je vais te dire exactement ce qu'on m'a répondu. C'est pas les techniciens qui font la loi, j'en ai rien à foutre, ferme ta gueule. Et ça a été balancé en cours. Classe. Uber classe, j'ai adoré. Non, je ne me suis pas levée. Non, j'ai pas foutu une tarte au mec. Ça aurait pu, mais je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait pour plein de raisons. Mais c'est pour, si tu veux, déjà d'une, il y a un mépris et il y a une ignorance. Et je pense que ce qu'il faudrait, c'est peut-être essayer, via des facultés. Alors, je pense pas forcément ni à Assas ni à Sorbonne pour une raison très con, c'est que c'est très conservateur. Il se trouve que j'ai fait quelques interventions à Panthéon, Paris 2 Panthéon. Alors, c'est pas Assas. Ouais. Mais j'ai noté de la part des élèves là-bas un super accueil quand j'allais parler de la DOPI. Ouais, parce que là-bas, il y a le fameux. Alors, il y a un master droit de la communication. Et le DMI de Jérôme Huette. Exact. Voilà. Mais moi, la fac où j'étais, où je suis toujours vaguement, en tout cas, je fais semblant d'y être, c'est Paris 11. Et à Paris 11, il y a un vivier. Il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de questions. Il faut peut-être essayer de taper sur ce type de on va dire, petite faculté, parce qu'on n'est pas une grosse, nous. Nous, c'est juste droit et éco-gestion, donc autant dire c'est petit. Mais je pense que ça peut être une niche à prendre d'essayer d'interpeller les juristes. Ils vont tous en droit fiscal, ils vont tous en droit commercial, ils vont tous sur les questions de propriété intellectuelle. C'est eux aussi qu'il faut attraper parce que c'est eux qui feront peut-être bouger les choses. Aux États-Unis, on le voit, le pouvoir des avocats. Ça arrive en France gentiment. Alors, une réponse courte. Juste faisons-le. Réponse longue, le droit comme un outil, mais pas forcément comme une fin en soi. Où on a participé à un certain nombre de rédactions de saisines au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État. Non, pas encore de QPC, ça on n'a pas... Ah oui, mais ouais, le truc c'est qu'on a rarement intérêt à agir, vu qu'on n'est même pas une entité juridique, la Quadrature du Net, donc soit on participe aux actions d'autres, soit... Enfin bon, c'est un petit peu particulier, mais... de la même façon qu'il est souvent possible de trouver plein de points d'accroche dans tel bout de la Constitution, tel bout de la Charte européenne, ou ceci ou cela, on a vu qu'il était tout aussi facile d'écarter les arguments pour des raisons plus ou moins techniques ou en s'accrochant à d'autres points, etc. Donc c'est un jeu, c'est juriste contre juriste. Et en pratique, statistiquement, sur ce que j'ai vu comme saisine et comme recours au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, il y a à peu près 0% de chances de prédiction. C'est-à-dire, des fois, on arrive, on se dit, c'est sûr, on va gagner. Les moments où on se dit, oh, alors là, on va se faire défoncer, et paf. Donc, c'est impossible à prédire. Donc, c'est un mode d'action complémentaire, c'est sûr. Maintenant, il y en a des balaises au Conseil d'État, et il y a des moments où juste tu ne peux pas tester. Mais après, moi,
j'ai un problème petit avec certains juristes qui ont tendance à voir le droit comme un truc absolument absolu, qui vont lire entre les lignes, comme dans le marc de café, l'intention du législateur, et sur des débats comme Datsy ou Hadopi, dans lesquels j'étais du début à la fin, où je savais quel député avec quel assistant était en train de passer quelle version de tel amendement de truc de bidule, lire derrière Christophe Caron, dire « Ah oui, l'intention du législateur, c'est de protéger les artistes, et de machin ». Il y a des moments où tu as l'impression qu'il se branle un petit peu la nouille pour rester poli. Et de l'autre, une tentation, ceux-là je les appelle les légalistes, à ne pas voir plus loin que le bout de leur code, et à dire, voilà, la loi c'est de là à là, donc ce qu'on peut faire se situe de là à là. Et j'en connais plein, j'en connais dans les parlements aussi, et ça devient pénible quand on a ces gens-là dans les parlements, parce que si la loi est mauvaise, il faut changer la loi. C'est la loi qui s'adapte à la société et pas l'inverse. Et on a des exemples dans l'histoire, soit de la prohibition de l'alcool, soit je crois qu'il y a encore écrit dans je ne sais quel code l'interdiction pour les femmes de porter des pantalons. D'ailleurs, donc, pardon ? D'accord, ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc des mauvaises lois, et encore, j'aurais pu atteindre le point Godwin. Mais des mauvaises lois, on en a vu, on en a plein. Et ce que l'on essaye de démontrer, mais là encore, toujours en gardant à l'esprit que c'est évidemment complémentaire. Et nous, on est parfois même assez légaliste dans notre démarche. Mais on pense qu'il est tout aussi utile de penser en dehors de la boîte, en dehors du texte de loi, et tandis qu'il y en a qui vont faire le boulot essentiel de dire oui, mais là, telle virgule, si on la met plutôt comme ça, et tel paragraphe, si on l'indente de 3 pixels, voilà, de balancer des messages politiques ultra forts en disant ce machin, c'est les polices privées de l'Internet, et donc voilà, les deux sont complémentaires. Zut. Alors, juste pour te... Alors, tu me parles du Conseil d'État, moi je vais quand même te raconter juste une chose. L'année dernière, dans une matière qui s'appelle contentieux administratif, qui est magnifique, donc si à un moment donné tu as un problème de sommeil, tu ouvres ça, c'est magnifique. Tu dormiras tout de suite. J'avais un professeur qui était très bon en la matière, et il se trouve qu'à un moment donné, il s'est mis à parler d'Hadopi. Erreur. Grosse boulette, parce que moi, dans la salle, forcément, je vous l'explique juste par A plus B, pourquoi son truc, il ne tient pas 30 secondes la route. Je lui amène de la doc, je lui explique, voilà, comme dans le film, je lui explique comme s'il avait 4 ans. Jusqu'au moment où j'ai découvert que le mec n'avait rien pigé, gros problème. Il a fait partie des gens qui ont écrit le texte de loi. Waouh! C'est epic fail. Et le Conseil d'État... Alors, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Maintenant, il ne faut pas oublier que le Conseil d'État, c'est bien sûr la juridiction suprême pour les tribunaux administratifs, etc. Machin. Ils ont une autre fonction, ils ont une fonction réglementaire. Ce qui nous pose, nous, un problème majeur. Parce que je ne sais pas si tu connais, en gros, il y a eu une décision au niveau européen qui a dit que ce genre de pratique, ce n'était pas légal. Et... clairement, alors peut-être pas cette année, mais dans les années à venir, ce qui va se passer, il va falloir séparer le Conseil d'État en deux, de manière à ce que le Conseil d'État arrête de nous pondre des textes, mais que derrière, comme c'est des décrets, c'est eux qui sont juges en premier et dernier ressort. Donc ils sont juges et partis, les mecs. Quelqu'un a une hache? Non. Pour couper le Conseil d'État en deux? Alors la hache, elle va vraisemblablement venir de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que le problème derrière, c'est que la France se fait régulièrement condamner, sauf que quand la France est condamnée, ça se matérialise par des amendes. À votre avis, qui paye les amendes? Levez la main. Levez la main ceux qui payent des impôts, juste pour voir comme ça. Des impôts, des cotisations sociales, tout. Hein. TVA, si tu veux. Donc le Conseil d'État, ce qu'il faut leur expliquer, c'est qu'en gros, ils sont jugés partis. Quelque part, ils n'ont pas à se prononcer, ça ne devrait pas être eux. Donc c'est aussi à ça qu'on va servir. Alors pour les légalistes, moi j'ai envie de te dire que l'argument est le suivant. Tout ce qui n'est pas écrit dans le texte de loi est permis. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Il ne faut pas se cantonner à ce qui est marqué dans la loi. Et en droit, si tu as entre guillemets bien compris la chose, c'est de te dire, voilà, il y a le texte de loi qui dit ça, qu'est-ce qu'il ne dit pas, donc qu'est-ce que moi derrière je peux faire? On va dire le vice du bon avocat, c'est ça, à mon sens. Après, t'en penses ce que tu veux. Cette histoire du Conseil d'État, ça ferait un bon enjeu de campagne, non? À mettre ça dans
Mettre ça sous le nez des uns et des autres. Alors, c'est notamment dans le recours que j'ai rédigé concernant le dernier décret de la LCEN. Ce problème d'impartialité, parce que, comme j'ai expliqué, le but du jeu, en fait, c'est de bloquer le juge administratif, de bloquer le Conseil d'État et de leur dire « Allez déranger votre collègue communautaire, parce que le vice était où ? Si on soulève ce qu'on appelle une question préjudicielle, le texte est gelé, il ne peut plus s'appliquer. » Et ça prend du temps. Il y a, on va dire, le délai moyen quand même pour que le juge communautaire se prononce, c'est 36 mois. Moyen, c'est une moyenne basse. Hein. Ça peut monter à 40, 45. Comme dans l'histoire Scarlett versus Sabam. Ça peut durer très longtemps. Donc c'est le but, la technique, elle était là. Expliquer au juge administratif, bon, bah, vous êtes super gentil, c'est super mignon ce que vous nous avez fait, vous êtes à côté de vos pompes. Allez déranger vos collègues à l'Europe, qui vont vous le confirmer. Et accessoirement, vous, il y a un vrai problème de neutralité. Un vrai de vrai. Sauf que ça, c'est l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ça va nous coûter hyper cher. Et, d'après ce que j'ai entendu, il y a plusieurs personnes qui ont soulevé ce point-là dans des recours qui sont en train de passer devant la CEDH. Donc ça va arriver à un moment donné et ça va être hyper rapide. C'est une brèche et c'est là-dedans qu'il faut jouer. Parce que c'est le Conseil d'État qui rédige beaucoup de choses, notamment tous les décrets. 75% des décrets qui sont pondus aujourd'hui, c'est le Conseil d'État qui les rédige. Et c'est facile à voir puisque à la fin des visas, le texte, tu vois, donc décret, numéro, machin, publié, JO, etc. Vu le Premier ministre, vu machin, vu bidule, vu truc, et à la fin c'est marqué « entendu le Conseil d'État ». Et si c'est marqué « entendu le Conseil d'État », c'est que c'est eux qui l'ont rédigé. Alors je suis d'accord en formation, en section réglementaire et pas en section contentieuse. Je suis d'accord. Mais il y a quand même un problème d'impartialité. Une porosité. Une porosité. Ouais. Parce que c'est un héritage napoléonien qui, à la base, n'avait pas vocation à être une juridiction. C'était pas leur but. C'est un pseudo-héritage du Conseil du Roi qui devait aller dans le sens de l'empereur. Allez, hackons le Conseil d'État. Donc, l'idée, ce serait un petit peu ça. Ce serait, ouais, il faut, dès qu'il y a l'occasion, de déposer des décrets. Ce qu'il y a de bien, c'est que les procédures, il n'y a même pas besoin d'un avocat pour aller au Conseil d'État. Puisque c'est ce qu'on appelle des recours en excès de pouvoir, il n'y a pas besoin d'un avocat. La procédure, elle est gratuite. Il faut un intérêt à agir. L'intérêt à agir, mais c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y a des règles à respecter, c'est des règles contentieuses qui se retrouvent dans les jurisprudences. Une association a intérêt à agir. Moi, le recours, je l'ai écrit pour le compte d'une association. Alors oui, il faut démontrer, machin, et tu sais quoi, la technique, c'est au pire, tu te mets en association, tu n'as même pas forcément besoin d'être déclaré, tu fais tes statuts en fonction de ce que tu vas mettre dans le décret, et là, tu es bon. Un particulier, il peut déposer un recours contre un décret. Il n'a pas besoin d'un avocat, limite, il peut le faire tout seul dans son coin. Bon, après, il faut que ce soit bien d'équerre, mais c'est faisable. Sauf qu'au bout d'un moment, les mecs, quand ils vont se retrouver avec une centaine de recours contre les mêmes décrets, sur les mêmes chefs, ils vont se dire, on a peut-être fait une connerie, il serait peut-être temps de bouger les choses. Tu penses pas? Ça peut. Ça peut. J'ai pas entendu? J'ai vu qu'il y avait une question ici. Il y a moyen. Juste faisons-le. Allez. Bonjour. Bonjour. Je viens de graduer à HEC et on avait il y a 2 jours une conférence avec pas mal de personnes de ces acteurs-là. Et en fait, je devais intervenir et finalement j'ai oui, je terminé en dernière dernière minute. c'est justement ça dont je vais vous parler. Ah. Donc déjà, j'ai une bonne nouvelle. Parmi mes camarades de promo, je pense que 99% sont contre Adopi, et vont plutôt dans le sens de ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc peut-être qu'ici, horizon 5-7 ans, il y a des choses qui vont bouger aussi du côté business, s'ils gardent leur Intégrité. leur position là-dessus. On verra. Et donc pendant cette série de conférences, on a donc eu Victor Luger, qui est le DG de My Major Company, et qui aurait aimé vous inviter. Vous n'avez pas pu venir, mais en revanche, vous avez déjeuné avec lui. Il nous a dit, voilà, moi je suis pas d'accord avec ce que dit Monsieur Timmermans, mais j'ai quand même déjeuné avec lui et pour essayer de comprendre. Et en gros, il nous a dit, ce monsieur, c'est un révolutionnaire. Ce qu'il veut, lui, c'est tout raser et ensuite voir ce qui repousse. Et si dans cette révolution, les artistes crèvent, il dit c'est pas grave. Il y en a d'autres qui continueront. Donc évidemment, vous n'étiez pas dans la salle et je voudrais vous donner un droit de réponse là-dessus parce que ça me semblait intéressant. Ça me confirme que j'aurais peut-être bien fait d'intervenir dans ce truc. Mais en fait, je devais à la fois être à Bruxelles et aller troller dans une conférence télécom et réseau
avec tous les gens de tous les opérateurs qui parlaient de tout casser la neutralité du net. Et finalement, j'ai pris cette option-là parce que il fallait leur rentrer dans le lard. C'est bête. J'aurais peut-être mieux fait de venir en fait à HEC. Mais bon, tout s'est télescopé. J'ai mal géré. Je pensais qu'on aurait pu repousser le truc et en fait, on n'a pas pu. Alors, c'est marrant parce que c'est pas du tout comme ça que je me rappelais de la conversation que j'avais eue avec Victor Luger, mais ça me peut-être qu'il faut qu'on continue à discuter. Moi, le truc qui m'embête dans son modèle My Major Company, c'est que il s'en cache pas, vu que c'est même le nom de la compagnie, c'est qu'il essaye de reproduire les schémas des majors. Donc, il y a une partie qui est crowd-financée, c'est ça l'innovation dans son modèle. Mais le reste, c'est 70 000 € pour aller faire une production. Et pour moi, c'est quelque chose qui masque des réalités technologiques qui sont que les outils numériques ont divisé peut-être par 10, voire par 50 les coûts de production, que les coûts de distribution, de promotion et la détection des talents sont des choses qui se font maintenant soit en grande partie en crowdsourcé, soit pour des coûts complètement dérisoires. Quand on va parler de distribution, si on veut vraiment distribuer une œuvre et qu'on utilise BitTorrent, on a juste mathématiquement l'outil de distribution optimal, au point que Vivendi Universal l'utilise pour ses updates de World of Warcraft. Et donc c'est plutôt de ça qu'on a discuté. Et s'il était question de faire table rase de quelque chose, c'est peut-être de ce lien entre les producteurs et les artistes, du contrat de production, qui donne un pouvoir disproportionné aux producteurs par rapport à ce que j'estime être son utilité sociale aujourd'hui, qui a fondu comme neige au soleil, pour tous les paramètres évoqués précédemment. Alors, pour révolution, qu'on aime bien discréditer les gens en les appelant révolutionnaires, je veux dire, dans un contexte HEC, je prends presque ça comme un compliment. Maintenant, j'aime pas parler de révolution. Je pense qu'il y a des choses qui changent radicalement avec les technologies numériques, mais que le changement, il est déjà là. Et que c'est plutôt des mouvements qui visent à écraser le changement et à l'empêcher de pleinement se développer, plutôt qu'un changement qu'il faudrait pousser. Comme disait Larry Lessig au EG8, c'est les anciens du XXe siècle qui tentent d'empêcher aux jeunes du XXIe d'arriver pour éventuellement prendre leur place. Et c'est à ça que ça ressemble. Et c'est comme ça que fonctionnent les oligopoles et les monopoles et tout ce que, normalement, en tant que libéral, on souhaiterait de toute façon voir dégager. Donc, pour moi, c'est des réflexes conservateurs qui sont ceux d'acteurs qui fonctionnent selon des modèles anciens qui sont peut-être beaucoup moins efficaces aujourd'hui qu'ils pouvaient l'être il y a 20 ans. Si on a un petit peu le temps de continuer à troller, un petit peu, il y a une question qui est centrale et qui n'est pas évoquée dans l'Adopi et qui est survolée par les modèles type My Major Company et en tout cas clairement évitée par les majors en général, qui est celle du financement de la création. Et le financement de la création, ça ne veut pas dire payer pour les œuvres qui ont été produites, mais ça veut dire payer pour les œuvres qui vont être produites et qui ne le sont pas encore. Et donc, payer pour les œuvres, ça ne veut pas forcément dire payer les intermédiaires qui vont prendre 90% du revenu des ventes une fois qu'on vendra des copies, mais ça va être donner les conditions matérielles à des gens qui créent pour qu'ils rencontrent un public et puissent, par ces rencontres, par ces échanges avec leur public, éventuellement, être accompagnés jusqu'à créer l'œuvre d'après. Et si tu regardes les milliers d'exemples qu'on a maintenant, sans évoquer les milliers de projets qu'il y a sur Kickstarter, qui tous explosent leur plafond les uns après les autres, ou l'exemple de Nina Paley, ou nombre de micro-labels qui font des expériences toutes plus riches les unes que les autres, tu t'aperçois que le partage de fichiers, c'est non pas un problème, mais plutôt la solution. Comme le montre l'étude Adopi, à sa page 45, je vous invite à voir lqdn.fr/adopi45, les gens qui partagent le plus sont ceux qui dépensent le plus. Et d'une, et de deux, plus une œuvre va être présente sur le réseau, quel que soit le mode de transport, plus l'œuvre va être exposée, plus l'artiste va être exposé, plus quoi qu'il fasse derrière va rencontrer le succès. S'il a à vendre des t-shirts ou des casquettes ou des places de concert, entre le mec qui a fait ses 1000 CD, qui les protège jalousement, qui envoie des lettres d'avocat dès qu'il envoie une version quelque part sur Internet, et le mec qui a fait un enregistrement et qui a diffusé 1 million de copies via BitTorrent, je t'invite à te poser la question de quel concert sera le plus rempli des deux. Et qui vendra le plus de casquettes à produits dérivés ou éventuellement d'exemplaires numérotés ou voilà. Donc pour moi le changement radical, il est là et il est déjà à l'œuvre. Il y en a qui essayent de le contrer,
Et ceux qui essayent de le contrer, c'est ceux qui ont des modèles économiques du passé. Voilà. Ok, l'année prochaine, il faudra venir parce qu'évidemment, il nous a démontré par A plus B que tout ce que vous venez de dire était en fait pas sur le terrain, ne fonctionnait pas. Ça aurait été intéressant. Et sinon, j'avais juste, parmi cette conférence, il y avait aussi Nicolas Prinsen de l'Élysée. Je voulais le revoir aussi. Oh là là. Alors là, ouais, j'en ai une bonne à son sujet. Et donc juste, c'était, enfin voilà, là pour le coup c'est juste une petite info. C'était une petite conférence qui était franchement très intéressante. Hein, vraiment, c'était vraiment intéressant. Et il a, comment dire, on lui a fait remarquer que le label pur, enfin voilà, que l'internet civilisé, etc. C'était vraiment pas très très heureux comme terminologie. Quelqu'un veut des purs MP3? Et donc là, il a baissé la tête pendant la conférence et il a avoué à demi-mot, sans vraiment le dire, parce qu'il est fort probable que ce soit lui qui ait écrit le discours, ou en tout cas il y a participé, que c'était en effet un échec. Alors, et il avait très peur qu'on tweete là-dessus d'ailleurs. Alors, bon, vous n'allez rien tweeter de ce que je vais dire là, on peut couper la caméra. En fait, on a remarqué, 3 mois avant le G8, que l'Internet civilisé avait disparu des discours de Sarkozy. Il avait disparu dans le discours d'inauguration du CNN. C'était un Internet responsable. On savait que ça voulait dire la même chose parce qu'on n'est pas dupe. Mais on a vu, tiens, il ne l'a pas dit. Donc je me suis dit, étrange, anguille sous roche, baleine sous gravier. Je me suis un petit peu renseigné. Et j'ai parlé avec des gens qui l'ont un peu conseillé. Ils m'ont dit, ah oui, non, il n'en parle plus là, parce qu'on lui a dit, on l'a conseillé et tout. Donc le on, ça voulait dire aussi Nicolas Prinsen. Et je me suis dit, tiens, il commence à renier ce principe-là. Donc un des objectifs principaux pour nous sur notre communication autour du EG8 et du G8, c'était de le remettre dedans, l'Internet civilisé. De montrer que ça faisait juste 4 ans qu'il le répétait. Oh, il y a encore quelqu'un à la console. Est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement afficher la vidéo qui s'appelle Internet civilisé Megamix? On aime bien les Megamix. Et donc, on a vachement communiqué autour du G8 et du G8. Le jour du G8, j'ai eu 47 coups de fil entrants et j'ai fait environ 25 interviews, dont les télés nationales anglaises, allemandes, néerlandaises, des radios France et des machins comme ça. Et ouais, il devrait être sur YouTube aussi ou pas, non? Ah non, il est peut-être sur Dailymotion. Et donc, cette notion d'Internet civilisé est ressortie partout. C'est ressorti dans l'International Tribune, c'est sorti dans le Financial Times, c'est ressorti dans quelques publications comme ça qui comptent à l'échelle internationale. Et là où j'étais vraiment content de mon coup, c'est quand, à la toute fin du truc, le deuxième jour, pareil, on a organisé cette conférence de presse où il y avait 60 à 70 journalistes. Alors, voilà, je vous invite à voilà, plein écran. C'est court, hein, je vous rassure. Comment faire un Internet civilisé? Un Internet civilisé, 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 un Internet civilisé. Voilà, bon, il en manquait en fait, on avait fait une autre version depuis où il y a aussi la fois où il le prononce à côté de Christine Albanel, donc de 2008 à 2011, c'est 3 ans de... Ouais. Oui, bon. Oh la vache. Tout ça. Non, là où j'ai vraiment été content de mon coup, c'est donc on avait fait cette conférence de presse au deuxième jour où il y avait 60-70 journalistes. On a eu Larry Lessig, Yochai Benkler, Jeff Jarvis, Reporters sans frontières, Susan Crawford, qui était policy advisor de l'administration Clinton et board member de l'ICANN, et moi. Jarvis, Benkler et Lessig, on les a littéralement chopés à 5 minutes du truc. Et quand je leur ai dit, il y a une conférence de presse, vous voulez participer, il n'y a pas eu une milliseconde avant qu'ils disent oui, bien sûr. Le truc, c'est vraiment super bien goupillé. Puis Larsen. Et donc le soir, la tempête était redescendue, j'étais devant l'espace restaurant, en train de me craquer un petit cigare, parce qu'il y a des moments où il faut bien, et puis que j'étais pas PDG là-dedans, donc enfin j'aime bien un cigare. Voilà. Et un petit verre de vin blanc, et là je vois Nicolas Prinsen qui arrive vers moi, l'air un peu tendu. Bonjour Nicolas Prinsen, Élysée, bonjour, je connaissais pas sa tête. Il fait bon, bravo, hein, bien joué. Ah, mais quoi? La presse, les médias... La presse, les médias,
Oui, bon, voilà, ça y est, vous avez pu vous exprimer. Vous voyez, vous êtes invité, vous avez pu vous exprimer. Alors, il est où le problème? Qu'est-ce qu'on a fait de mal et tout? Vous voulez savoir ce qu'on a fait de mal? Alors, et donc je commence à lui expliquer. Bon, il reçoit des mails sur son BlackBerry chiffré. Ouais, salut, des gens qui arrivent. Bonjour Nicolas, bonjour Nicolas. Il me fait ouais, bon, allez, je te rappelle. Et il est parti comme ça. Mais que lui, super tendu, me dise bien joué. Et des échos que j'ai eus après, il paraît-il, il a assez mal vécu l'épisode. Je pense que c'est en grande partie dû au fait qu'on a réussi à laisser cette notion d'un Internet civilisé collée sur Nicolas Sarkozy, alors que lui essayait de s'en débarrasser. Il y a des moments où il faut assumer. Et c'est cette notion de accountability, on dit en anglais, je ne sais pas comment on dirait en français, sinon mettre les gens face à leurs responsabilités, ou en tout cas comparer les actes et la parole. C'est là aussi quelque chose sur lequel on peut énormément influer grâce à Internet, en tant que citoyen, individuellement, à notre échelle, soit en publiant des vidéos à la con, ou des billets de blog, ou des machins comme ça. Et juste, quand un politique va changer de discours, voire faire un virage à 180 degrés, ressortir les archives, c'est aussi un mode d'action. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions. Des trolls? Non? Les velus? Non? Allez, quoi? Touf, tu veux pas troller? Ah, Touf, tu veux pas troller? Juste en attendant que quelqu'un... Du coup, j'ai une mini-question, mais je voulais pas monopoliser la parole, mais en attendant, j'ai vu la vidéo où tu es intervenu dans le G8 sur YouTube, et donc on voit ton intervention, et ça finit par « on n'est pas des voleurs ». Et là, la vidéo coupe, et j'aurais bien aimé savoir, en gros, ce qu'ils ont répondu, même si je m'en doute un petit peu en 2 mots. Alors déjà, la conclusion improvisée, j'en suis un peu... voilà, parce qu'en fait, on m'a plus ou moins coupé la parole un certain nombre de fois. Je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais au début, il y a un truc qui paraît être une espèce de salve d'applaudissements. Et en fait, c'est un carré de lobbyistes de Vivendi Universal, du SNEP, de la SACEM, de la SACD, etc., qui étaient à 10 mètres de là, qui, non pas quand j'ai levé le doigt 5 minutes avant, enfin, dès que le mec a évoqué qu'il y aurait des questions avec la salle, j'ai levé le doigt. Non pas quand le type, après avoir filé le micro à nouveau à Mitterrand, qui dit « Ah oui, il va y avoir des questions dans la salle, notamment, il y a plein de gens très bien, notamment Patrick Zelnick ». Alors le truc n'était pas du tout préparé. Et donc, dès que le type évoque des questions, moi je me lève avec mon doigt tendu, je fais à Lana avec le micro, s'il vous plaît, approchez par là. Et donc, pas quand j'ai levé le doigt, pas quand je me suis levé, pas quand j'ai eu le micro en main, mais seulement quand j'ai commencé à parler, les lobbyistes à base sont mis à hurler, à parler très fort pour essayer de me déstabiliser. Donc ça te donne une idée un petit peu du climat légèrement tendu. Et... Et en gros, dès que j'en plaçais une, le ministre m'interrompait pour dire « Oh mais non, mais pas du tout ». Et donc c'était assez dur dans ce contexte-là. J'ai pas eu le temps de faire ma conclusion sur les exceptions aux droits d'auteur qui doivent nécessairement être renégociées pour dire que ce qui est fait par des individus et sans but commercial, ça n'est pas du périmètre du droit d'auteur, point barre. Du coup, j'ai eu à conclure un petit peu abruptement pour laisser la parole à Patrick Zelnick, qui avait des choses très très intéressantes à dire, mais qui était globalement la même chose que ce qu'on avait entendu sur le panel. Et donc voilà, juste après moi, il y a eu, je crois vite fait, le type de la Fox qui a réagi en disant « Mais pas du tout, vous n'y êtes pas ». Et là, sans micro, je vais claquer le beignet en fait, mais sans le micro, ça s'entend de toute façon pas pour lui dire que... Il disait « Ouais, mais de toute façon, c'est du vol, et du vol, c'est du vol ». Et je lui ai dit, la copie c'est de la multiplication, voler c'est soustraire, c'est vous qui avez tort. Ouais, il a fermé sa bouche. Et ensuite il y a eu l'intervention de Patrick Zelnick et machin. Mais le truc drôle dans ce contexte-là, c'est que Frédéric Mitterrand a introduit en disant, bon, alors maintenant le débat est apaisé, il y a consensus, tout le monde est d'accord. Et ça a fini comme ça. Donc c'est là que tout le monde était dégoûté, parce que tout le monde s'attendait, tu vas voir la petite mélodie comme ça, qui allait chanter à leurs oreilles, tout le monde il est beau, tous les artistes ils vont mourir, et il nous faut toujours plus de copyright. Et voilà, on a juste un petit peu fait dévier le machin, et dans tous les articles qui ont parlé de l'événement, c'était un débat houleux sur le droit d'auteur, et non pas la petite musique à ronronner, quoi. Il y avait une question quelque part par là. C'est un peu pour reprendre ce que tu disais en début
en début de conférence, c'est-à-dire tu parlais d'Internet du partage et aussi le fait qu'il y a 1 milliard et quelques d'internautes et que c'était à nous, entre guillemets, d'intervenir. Et je pense que ce type d'intervention, c'est aussi d'informer d'autres internautes qui peuvent intervenir. Pour faire ça, il faut un minimum d'argumentaire et surtout sur ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire très vite, quand on commence à parler de la censure, c'est mal, tout ça, c'est pas possible, on se retrouve face à des gens qui vont argumenter en disant oui, mais de l'autre côté, vous tuez les artistes, etc. Enfin, je rejoins un peu ça. Et évidemment, je caricature, hein, mais c'est vraiment, comment dire, un engrenage, un point délicat quand on veut essayer de parler de tout ça, quoi. Oui, certes. Note bien que j'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai juste dit qu'il fallait le faire et que c'était très très important de le faire. Après, là encore, je peux parler que de ce que je connais. C'est comme tout, c'est une question de pratique, une question d'entraînement. La première fois que tu prends la parole en public, en général, tu fais pas le fier. Puis la deuxième fois, ça va un petit peu mieux. Et puis la troisième, un petit peu mieux. Et puis, etc., etc. Et puis c'est pareil avec les arguments. Ça va être très utile. Alors un truc très utile, par exemple, c'est d'en parler avec papa, maman ou tonton, des gens qui sont d'une génération avant, tu vois, et d'essayer de voir comment ils réagissent à tes arguments. Et c'est pas seulement débiter des arguments, une conversation, ça se fait forcément à deux. Donc c'est pas seulement débiter tes arguments, mais aussi voir comment ils sont reçus, pour éventuellement les ajuster ou pour les adapter la fois d'après, etc. Nous, on essaye de publier des synthèses, on essaye de publier des notes, on essaye dans nos communiqués de presse justement de donner des arguments, je ne vais pas dire clés en main parce que c'est pas l'idée, mais des arguments qui peuvent aider les uns et les autres à se servir d'inspiration. Par exemple, il y a un truc là qu'on a lancé, moi, que j'aime beaucoup, qui a super bien marché, que je vous invite à promouvoir et à faire tourner, et qu'on va d'ailleurs peut-être faire avancer durant le Quadrature Communication Camp. J'ai eu l'idée d'un petit widget qui pourrait être... Bref, papeurdadopi.fr, qui est un site où les gens témoignent de leurs raisons de ne pas avoir peur d'Adopi. Et on a là, je crois, plus de 4000 raisons de ne pas avoir peur d'Adopi qui sont listées là. Donc... Oui, il y a eu du flood qui a été effacé depuis. Du flood de l'agence H, d'ailleurs. Voilà. Oui, non, c'est vrai, ça se fait pas de balancer. Hein. C'est pas nous qui avons commencé, du nôtre. Hein. Oui, la guerre contre le partage, c'est pas nous qui avons commencé de toute façon. Non, non, donc, et puis c'est comme l'histoire de tuer les artistes. C'est vrai que c'est dur. Tu disais, c'est un combat qui est super dur. Moi, j'ai bien essayé de leur lancer les modems à la tronche. J'ai beaucoup de mal, je vis super mal. Mais je pense qu'avec un peu de pratique, comme tu disais, ouais, il y aura moyen, quoi. Mais en fait, les cervicales, si tu le prends comme ça, tu peux très bien tuer l'artiste. Ouais. Mais c'est vachement dur à faire avec des clics. Ouais, non, mais avec un bon gros Cisco. Mais oui, non, c'est un truc auquel on a c'est un truc auquel on avait vite fait penser. Et si on en faisait un atelier au Quadrature Communication Camp, par exemple, je sais pas moi, le samedi après-midi. Le lancer de Cisco sur les artistes Ça, tu peux l'organiser en parallèle. Non, sérieusement, une session type jeu de rôle, où l'un fait l'eurodéputé un petit peu conservateur, et l'autre, dans son rôle de citoyen, essaye de le convaincre de quelque chose. Go ? Ok. Non, t'as levé le doigt, ça veut dire je m'en occupe. Ok, ben on va par exemple faire un truc comme ça, on va pouvoir pratiquer, affûter les arguments. Et c'est... tiens, ouais, on pourrait même écrire un how-to là-dessus. Jérémy, excuse-moi, il va falloir qu'on laisse manger un petit peu les gens, parce qu'il y a encore une conf juste après. Allez. Donc je pense qu'il y en a déjà qui ont faim, je sais, ça commence à gueuler sur IRC. Ah, franchement, il suffisait que tu prennes le micro pour dire que t'avais la dalle, quoi. Ok, d'accord. Jérémy, merci beaucoup. Avec plaisir.